Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Echo est une émission hebdomadaire dédiée à l'économie libanaise, régionale et internationale. Une série d'entrevues en studio avec des experts économiques, des responsables gouvernementaux et des entrepreneurs locaux, ainsi que des discussions et des débats en direct, où nous aborderons les défis et les opportunités économiques auxquels le Liban, la région et le monde est confronté, ainsi que les différents enjeux internationaux et régionaux ayant un impact sur l'économie du Liban. Nous allons essayer de promouvoir les opportunités économiques dans ce pays, d'encourager la discussion sur les politiques économiques et de mettre en valeur des réussites économiques locales. Chaque émission explorera également les secteurs de l'économie libanaise, tels que finance, industrie, tourisme, agriculture, technologie, information et autres. J'ai le plaisir ce soir de recevoir Dr Fouad Zmekhoul. Vous êtes doyen de la faculté de gestion et de management de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et le président du mouvement international des entreprises libanaises MIDEL. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Maurice, tout d'abord c'est un grand honneur et un plaisir d'être ton invité dans ta première émission ici Echo, donc je prends ça comme un grand honneur et surtout pour te souhaiter le meilleur. Tu es un journaliste chevronné, libre de penser et tu parles toutes les langues, donc c'est un honneur de la première fois que je suis avec toi, en tout cas en français. Donc je souhaite le meilleur à ici Echo et je te souhaite vraiment le meilleur pour ces discussions dont on a besoin. Parce qu'on parle beaucoup de politique, nous parlons de beaucoup de choses, mais sans économie, nous ne pourrons rien faire. Certainement, merci, ça c'est un plaisir aussi pour nous. Je commence directement par l'affaire de cette semaine, ou bien de ce mois, ou bien de cette année, et dire l'affaire Radaoun Salem et Banque au Liban. D'après vous, les retombées des décisions prises par la juge qui est le procureur général du Mont-Liban, Radaoun, en ce qui concerne l'acquisition des banques de blanchiment d'argent, quel impact pour une telle décision ? Regarde, comme tu me connais, je ne vais pas rentrer dans les noms directement ou autres, parce que ce qu'on va parler, on va parler d'un juge ou autre, etc. On peut parler des décisions. Mais commençons à retourner un petit pas en arrière et revenons d'abord sur la justice, surtout du plus grand crash, je dirais, économique, financier du monde, qui a été vraiment nommé par la Banque mondiale, par le Fonds monétaire. C'est un crash énorme, c'est un crash qui ne s'est jamais passé au monde, on va l'appeler crash, mais en même temps, quand même, un vol, on va dire, organisé ou non, de plus de 88% aujourd'hui des déposants libanais. Donc commençons sur la justice déjà. Est-ce qu'il y a une volonté réelle de juger, de responsabilité ou autre? Déjà sur la justice, après 3 ans et demi, je vous dis non. Pourquoi, comment, on ne va pas rentrer. Mais aujourd'hui, est-ce que la justice libanaise, je dis bien en justice, a fait, je dirais, une investigation égale, est rentrée dans les détails, a vu finalement la responsabilité? Parce que bien avant de rentrer aujourd'hui sur le blanchiment, que je vais commenter en détail, mais je commence sur l'idée de la justice, qu'après 3 ans et demi, est-ce qu'on a vu une vraie justice qui veut rentrer vraiment dans le fond du problème? Je vais vous dire non et 3 fois non. Il n'y a aucune volonté réelle d'y rentrer. Peut-être personne ne veut se brûler les doigts. Je veux dire, au niveau ministériel, chef de ministre, ancien président de la République. On reste loin parce qu'on sait que c'est quand même une poudrière qui a explosé, mais qui peut exploser encore plus grand. C'est un tremblement de terre, mais qui peut avoir... On a vu ça aussi avec l'explosion du port. Exactement. Donc j'ai l'impression, comme ça je vous dis économiquement, où personne ne veut vraiment s'engouffrer au fond du problème. Parce que finalement, il y a une responsabilité. Mais aujourd'hui, là, on est là. Alors, c'est ça que je veux dire, que je ne vois pas encore une volonté réelle de justice, je dis bien libanaise, de rentrer jusqu'à ce fond du problème. Parce que si justice y avait, je dis bien, on sait très bien qu'on le veuille ou pas, qu'il y a une responsabilité énorme sur l'État. Bon, l'État qui est toujours là, qui la première chose va dire, bon très bien, moi je suis responsable de 10%, de 20%, de 30%, de 5, de 1, je ne rentre pas. On part d'ici de la distribution des pertes. Commençons par la responsabilité avant de parler des pertes. Parce que quand on dit de pertes, ça veut dire qu'on est en train de dire finalement nous allons totalement vers je vais consacrer un temps point. Aussi voilà. pour les pertes. Mais je commence sur la justice. Ouais. Donc sur ça, il n'y a pas. Ouais. Allons sur le blanchiment, parce que c'est une question directe. Est-ce qu'il y a blanchiment? Parce que l'impact ici, en ce qui concerne les correspondants... Voilà. Allons sur le blanchiment. Le blanchiment, aujourd'hui, est un des crimes les plus grands, des crimes financiers du monde. Aujourd'hui, on a vu des grands noms, des grandes personnalités mondiales, je dis bien, dans des banques et autres. Aujourd'hui, encore une fois, est-ce que les banques libanaises ont fait des erreurs? De très grandes banques. Ils ont une responsabilité, c'est certain. Bon, comment, à quel pourcentage? Ce n'est pas notre rôle aujourd'hui et on ne peut pas, si le Fonds monétaire et la Banque mondiale n'ont pas, eux, pu rentrer, donc ce n'est pas nous qui allons spécifier. Mais par contre,
quand on rentre sur du blanchiment, on est en train de rentrer sur une culpabilité beaucoup plus grande et beaucoup plus grave. Parce que blanchiment veut dire financement du terrorisme, financement de la drogue, financement du trafic. De l'économie noire. C'est extrêmement grave, c'est pas petit. Et si blanchiment il y a, je redis, si blanchiment il y a, on ne peut pas savoir. Donc on parle d'un blanchiment international, on parle du GAFI, on parle de l'OFAC, on parle de points extrêmement grands. Et à savoir qu'aujourd'hui, une partie de ces banques ont encore des biens-fonds dans de banques en dehors du pays. À tort ou à raison, c'est encore le cas. Donc s'il y a blanchiment A, je pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, toutes les instances internationales, je dis bien internationales, européennes, de Bruxelles, États-Unis et autres, peuvent permettre un blanchiment de ce côté? Donc on va aller du point qu'il y a un blanchiment et on va couvrir ce blanchiment, ce qui n'est pas mon avis. On va dire que ce blanchiment peut être couvert au niveau international, américain. Vous savez que sur des transferts de $1 000 ou $2 000, il y a des banques, je reviens sur le grand procès de la banque arabe et d'autres sur des transferts de $10 000 qui n'ont pas été suivis. Ce n'est pas qu'il y a été quelque chose de voulu, on a parlé de centaines de millions. Donc sur le blanchiment, c'est compliqué. La deuxième chose, vous savez qu'on a des juges au Liban, malheureusement, qui ont perdu une partie de leur crédibilité parce qu'ils bougent souvent sur des tensions politiques. À tort ou à raison, mais aussi, on a vu qu'il y a eu quand même certaines actions, j'appelle Don Quichotte, sur le point on ferme, les caméras arrivent avant d'arriver avec les personnes. On a vu ça. Et encore une fois, on ne va pas juger, mais finalement, l'impression que ça nous donne nous fait perdre la confiance. Parce que finalement, la justice et les accusations, il doit y avoir de la confiance. Pourquoi on n'a pas une grande confiance sur la justice libanaise, mais on va avoir une confiance sur la justice luxembourgeoise? Je dis un exemple, ou la justice européenne. Donc une fois de plus, si ça s'est vraiment passé, c'est extrêmement grave. Mais par contre, je vais vous dire aujourd'hui, en tant qu'économiste, je ferai beaucoup plus confiance à la justice internationale qui ne peut pas permettre ça que sur une justice. Mais ça veut dire quoi aujourd'hui, dire que cette banque-là, elle est accusée au Liban de blanchiment d'argent en ce qui concerne les relations avec les correspondants, les banques correspondantes? Je vais arriver sur la banque correspondante. Parce qu'il y a un impact ici aussi dangereux en ce qui concerne les relations entre banques. Regardez, d'abord, les banques correspondantes, c'est un petit chapitre que je vais ouvrir qui est extrêmement grave et important. Mais cette banque-là, encore une fois, on n'est pas là ni pour nommer les personnes, ni pour les banques. Mais même cette banque-là dont on parle a aussi des banques à l'extérieur. On est d'accord. Donc aujourd'hui, s'il y a blanchiment, c'est un circuit. Elle ne peut pas blanchir d'un côté, elle ne va blanchir de l'autre. Elle a besoin d'autres banques, c'est un trafic. Oui, c'est pas petit. C'est un circuit. Donc on va aller sur le point et dire que oui, peut-être il y a quelque chose. Très bien, mais l'enquête va devenir internationale. Donc on parle de grands pays, c'est pas petit. Et au cas où c'est faux, mais la personne qui sort finalement ces points doit être aussi jugée parce que finalement, on perd une grande confiance. Et on doit bien se rappeler qu'aujourd'hui, quand on touche à un secteur, finalement, même si d'autres banques qui lui ne sont pas directement touchées, mais on perd la confiance. Et c'est ce qui s'est passé finalement quand on a vu les faillites de la Intra ou autres, qui avaient d'autres sociétés financières qui ont fait faillite non seulement parce qu'ils étaient directement reliés au cas libanais, mais parce qu'ils ont perdu la confiance. Quant aux banques correspondantes, Maurice, et ça c'est la grande question, il faut que tous les Libanais sachent que nous n'avons plus qu'une banque correspondante qui travaille, qui est JP Morgan. Ouais. Bon, cette banque correspondante travaille, qui est ici. Aujourd'hui, le plus grand risque que nous avons, un des plus grands risques, avec tout ce qu'on a vécu, c'est que la banque, je dis là parce que c'est plus les, nous on a l'habitude de dire les, on n'a plus les, c'est la banque correspondante. C'est la banque à travers laquelle aujourd'hui nous on importe la majorité. On importe, on exporte, on a tous les transferts, toutes les que tu transfères aux enfants dans les écoles, dans les universités, tout transfert transite par auprès de cette banque correspondante. Aujourd'hui, si la banque correspondante qui reste enlève la main du Liban, écoute, on est bloqué, même avec le cash dollar que nous avons. Il faut qu'on sache. Ceux qui ont caché leur cash dollar. Isolement total. Évidemment, parce que tu ne peux même plus transférer. Tu ne parles plus je dirais, d'un marché noir, non seulement à l'interne, mais même sur l'exportation. Donc tu vas payer des pourcentages énormes. Tu te retrouves avec du cash. C'est extrêmement grave. Donc aujourd'hui, on a tout intérêt de maintenir d'abord nos relations avec la banque correspondante et essayer d'en avoir d'autres pour réduire le risque. Parce que je dis bien, si on perd la banque correspondante qui reste, on perd non seulement nos dépôts, mais on perd aussi notre cash. Et c'est extrêmement grave. Je ne vais faire perdre à personne, mais aujourd'hui, ceci peut se faire. Aujourd'hui, les personnes qui mettent des grandes pressions sur le Liban, quelles qu'elles soient, que ce soit politique ou monétaire ou autre, on sait très bien qu'il y a des pressions de l'extérieur. Mais finalement, si on perd la banque correspondante qui reste, et là, je peux dire que c'est fini, c'est plus que l'isolement. Là, c'est la famine. Parce que là, tu ne peux plus importer ni des médicaments, tu ne peux plus importer du blé, tu ne peux plus importer du pétrole, tu ne peux plus sortir un seul dollar. Et si tu en sors, tu es hors la loi parce que tu rentres dans une cloison fermée. Et ceci est possible. Il suffit de se cacher, ça suffit de se cacher. Ah oui, non, mais on ne va jamais lâcher le Liban, les banques sont là, la communauté internationale est là. Ce n'est pas vrai. On n'est plus sur les grandes priorités.
Les grandes priorités, c'est beaucoup plus la guerre en Russie-Ukraine, c'est la reconstruction sans doute, ou les aides, même pas reconstruction, les aides du tremblement de terre Syrie-Turquie. C'est aujourd'hui l'hyperinflation que le monde fait face. C'est pas petit, ça, c'est la stagflation où nous allons parce qu'on a une inflation et en même temps, on a une récession qui se passe. Donc ici sont les priorités. Nous ne sommes même plus sur aujourd'hui la liste des priorités. C'est pas qu'on est en bas, on n'est même plus sur la liste. Donc aujourd'hui, on doit faire très gaffe. Aujourd'hui, ces petits points, j'appelle ça Don Quichotte parce qu'on veut faire plaire, etc. On va prendre des petits points. Si c'était réel, ça ne se passe pas comme ça. Les cas de blanchiment d'argent au monde, Maurice, tu les connais bien mieux que moi. Vous accusez ici donc l'acte du juge Radaon comme un acte Don Quichotte? Écoutez, ce n'est pas que je l'appelle, je l'appelle. Je n'accuse personne, je l'appelle parce qu'aujourd'hui. Donc vous êtes convaincu qu'il y a des motifs ici politiques pour prendre de telles décisions? Regardez, revenons un peu en arrière. Il y a eu pas mal de points. Il y a l'affaire Michel Mkataf, il y a pas mal d'autres choses, n'est-ce pas? Bon. Aujourd'hui, on va dire qu'il y a des réalités. C'est normal qu'après 2 ans, il n'y a rien eu d'après ça. Est-ce que c'est normal cette institution de transfert d'argent? Encore une fois, je n'ai pas l'information. Mais aujourd'hui, personne ne répond aux déposants. Elle est la seule qui fait la guerre pour eux. Attendez. Aujourd'hui, je pense que nous tous, on est tous des déposants. On a tous perdu de l'argent. Et la grande question, c'est de ramener ça. Si on va ramener, d'après nous, les dépôts, en accusant les banques de blanchiment et d'aller sur une faillite, seulement allons sur ça. Je veux aller sur ça. Je veux que tout le monde sache que si même c'est le cas, aujourd'hui, si on prend tous les biens-fonds, tous les assets des banques aujourd'hui, si on les prend et on décide de les vendre, on va pas rapporter moins que 10%. Malheureusement, je dis bien malheureusement. Okay, on va commencer sur ça. Et de deux, même si ça se passe, ça va prendre des années. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas d'un coup que tu les fais. Tu vas rentrer, il y a des actions en justice, il y aura des réponses des banques, hein, il y aura pas mal de poids. Ça prend des années. Donc ça prend des années. Et au cas où tu dis, je vais reprendre tout ça et revendre, on parle de moins de 10%. Commençons par là. Et si on le fait après 3 ans et demi. Mais je laisse les déposants, ça, c'est un chemin qui est faux. Je laisse les déposants eux-mêmes penser qu'aujourd'hui, ce reste de biens-fonds peut-être ne sont plus là. Bon. Donc aujourd'hui, allons sur ça. Si l'objectif est d'aller sur une faillite, des banques vont très bien. Allons très clairement dire, on va aller sur une faillite des banques. Qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est l'objectif. Si l'objectif, c'est des fins politiques ou des pressions, entre autres, et utiliser les déposants une fois de plus pour les poignarder une deuxième fois, c'est un autre objectif. Aujourd'hui, une fois de plus, est-ce qu'il y a eu aujourd'hui des actions en justice? Malheureusement, aucune action en justice à mener. Je dis bien au niveau local. On va laisser les actions en justice internationale qui peuvent mener, qui sont différentes. Mais au niveau local, aucune à mener. Il y a eu certaines décisions de juges, ensuite ils sont retractés et autres. Pourquoi? Parce que la volonté réelle n'est pas là et de deux, personne ne sait. Parce qu'il faut revenir sur un point. On parle d'un crash total. Total collapse. Ce n'est pas une banque ou 2 ou 3. C'est un total collapse. Un total collapse est différent qu'un crash unique. C'est un crash unique, la Banque centrale est là, elle peut intervenir. Exactement. Donc le crash réel, il est plus grand. Donc aujourd'hui, encore une fois, je pense qu'on est en train d'aller sur des titres qui peuvent plaire. Encore une fois, un déposant qui dit, ben voilà, on a 1 ou 2 juges qui veulent ramener. Très bien, mais ça me fait plaisir, honnêtement. Ça me fait plaisir à condition que c'est suivi par une implémentation et par un résultat. Si finalement, aucune implémentation, aucun résultat, et même les accusations, finalement, ne sont ou infondées ou non suivies, ça sert à quoi? Et j'en ai un exemple qui s'est passé il y a 3 ans, qui est sur l'échange de M. Mkataf. Encore une fois, à tort ou à raison, les ordinateurs ont été sévis et autres. Je suis le premier qui a envie de savoir la réalité, qui a vraiment envie, et jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien su. Donc si c'est de cette façon qu'on va parler de blanchiment ou autre, c'est dramatique. Si c'est vrai, allons sur le point. Écoutez, mettons-nous à la place un peu du régulateur européen ou des régulateurs internationaux. Est-ce que lui peut permettre un blanchiment au Liban de cette façon? Je pense que ce sera les premiers, bien avant des juges libanais, à prendre des actions en justice et les suivre. Et je redis très bien. Alors moi, aujourd'hui, à mon avis, ces dossiers doivent être remis au niveau officiel par l'exécutif libanais aux régulateurs internationaux, dire s'il vous plaît, checker, on ne veut surtout pas de ça parce que ça, c'est le Liban qui met à risque. Mais si on va prendre de façon comme ça, unique, et des accusations qui vont être lancées de tous les côtés, je pense que ça va nuire au système. Pourquoi les banques aujourd'hui refusent de lever le secret bancaire en ce qui concerne plusieurs comptes des PDG, des actionnaires? Donc, il faut commencer de quelque part. Regardez, je vais être honnête. De certaines banques que je connais, je pense que le secret bancaire a été levé. Ça, c'est de ce que je connais. Bon, est-ce que d'autres ont des choses à cacher? Peut-être. Écoutez, on va être d'accord. Le système a craché. Les banques sont en partie responsables. Attends, en aucun cas, je veux venir dire je suis en train de défendre. Moi, je parle du secteur. Je ne parle pas des banquiers, je parle du secteur. Parce que je veux défendre le déposant. Vous dites qu'il est responsable et pas le responsable. Regardez, si on va parler sur les responsabilités, moi, j'aime toujours diviser parce que c'est une bonne question.
Aujourd'hui, il y a de l'argent qui a été déposé par le déposant aux banques. Et c'est là la responsabilité du déposant qui a pris risque banque et risque payé. Je dis bien en tant que déposant. Bon, ces banques-là, les déposants ne savaient pas ça. attendez, ils ont bien sûr qu'ils savaient, parce qu'ils prennent le risque banque et le risque payé. Mais pour eux, ils sont déposés dans une banque Mais la qui culture avait... économique financière, chaque déposant n'a pas cette culture. Non, mais attendez, C'est pas ici, quand il met son argent dans cette banque, il y a un risque. Attendez. Donc, je dis qu'aujourd'hui, quand on met un dépôt dans une banque, on prend automatiquement le risque dépôt et risque banque. Ça, c'est général. Ok. Je redis. Bon. Ces banques-là ont déposé 100% de ces dépôts, je dis 100, une grande partie, À la Banque centrale. à la Banque centrale qui a prêté à l'État libanais. Ceux qui ont délapidé les fonds aujourd'hui, c'est qui? Donc c'est elle qui a l'État. dépensé l'argent. C'est l'État, l'argent qui a été passé par l'État. Ouais. C'est pour ça quand je commence pour dire le premier point, c'est qu'il faut accepter, je vais dire, la perte directe qui a été. Pourquoi je dis que la première chose commence par l'État, qui doit venir dire très bien, voilà ma responsabilité, quelle qu'elle soit, on a combien? 70 milliards de pertes d'après la banque, très bien. Est-ce que l'État, une fois, est venu dire très bien, dès 70, j'ai une responsabilité d'1% ou de 2 ou de 3 ou de 4 ou de 10 ou de 20? Aucune fois. Mais quand vous dites ici l'État, donc l'État, C'est c'est qui? l'exécutif, C'est l'exécutif. évidemment. Mais alors, L'État, c'est l'exécutif. C'est l'exécutif, bien sûr, suivi par le législateur. Mais essentiellement, c'est celui qui gère. C'est l'exécutif. Je dis bien l'exécutif. C'est un État. Ce n'est pas seulement des personnes, c'est un État. C'est l'exécutif qui a dépensé. Bon. Le et comment deuxième l'État point- ici, juste vas-y, pour vas-y. comprendre un peu, et comment l'État ici peut prendre action pour reconstruire ou bien pour recouvrir ces pertes-là? Alors, la première, avant de recouvrir, il doit admettre la perte. D'accord. L'État doit venir dire... Disons que l'État Non, aujourd'hui c'est- a admis Mais que moi, Maurice, à je cet suis instant, responsable à 40%, à jusqu'à 30%. cette minute, à aucun moment, de façon légale et directe, nous avons un État qui a dit, voilà, j'admets ma perte et voilà où est ma perte. À aucun moment. Ça, c'est très important parce que, à mon avis, parce que tu vas me poser la question, c'est là qu'on commence Ok, la au moment réforme. où l'État dit que voilà, Alors, moi je suis alors- responsable de 30, de 40%, etc. Alors voilà, la deuxième chose, il dit voilà, ceux-là, je vais les rendre sur 5 années, 10 années, je vais les rendre ou donner des actions quelques. Donc là, je commence. À ce moment-là, tu mets la pression totale sur les banques qui, à ce moment-là, vont dire très bien, vous êtes responsable de 30 ou 40 ou 50. On ou est 20. responsable d'eux. Oh, et voilà, c'est là que ça va se passer, parce que c'est comme ça que ça va passer. Je dis, première responsabilité, c'est l'État. Ben, deuxième, de façon très proche, c'est les banques. Bon. Sur les dépôts que les banques ont fait, si on divise, vous savez que c'est divisé comme ça, si je vais schématiser, en 3 parties. Vous avez une partie qui sont les réserves. Vous avez une autre partie qui ont été prêtées au secteur privé. Nous savons qu'on avait une dette secteur privé environ 55 milliards, Et nous avons une partie qui allait en bond du trésor, Eurobond et autres. Bon. La partie Eurobond, bond du trésor, c'est comme tout investissement, il y a des grandes pertes. Et là, ça ne peut être supporté, ça peut être supporté que par les banques qui ont pris le risque. Je parle d'un point de 30%. On va être très, très clair là-dessus. Et ici, on remet en question le défaut. Évidemment. Ça, c'est très... Mais le défaut de paiement que le gouvernement de Hassan Diab tous les aussi a annoncé. téléspectateurs comprennent comment ça se passe. Que ces dépôts, ces 30 ou 33, directement, c'est la responsabilité des banques parce qu'ils ont fait l'investissement. Et ceci doit être rendu d'une façon ou d'une autre, même échelonné. Je viens sur les deuxièmes 30% ou le deuxième tiers, qui sont des prêts au secteur privé ou autre. Ces prêts ont été rendus à 1500 livres. Donc la perte y est. Là, on ne cherche plus la perte. La perte, c'est passé. Bon, il reste encore un peu, mais la perte y est, parce que ces pertes sont faites. Ce n'est plus une question directe, a été fait. Et en tout cas, de façon légale, à aucun moment, il y a eu une décision là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a eu des chèques qui ont été mis. Jusqu'à maintenant, c'est en train d'être fait. Il y a des conflits qui vont être réglés, mais finalement, ces 30, la perte est faite et réalisée directement, parce qu'on n'a pas tout de suite pu prendre des points. Il reste le troisième tiers, qui est le tiers qui sont les réserves ou bien les dépôts qui se sont passés en tant que banque. Il y a des dépôts qui ont été mis à la Banque centrale. Et aujourd'hui, le dépôt le plus sûr qui se passe au monde, c'est un dépôt de banque centrale. Parce qu'une banque centrale dans le monde ne peut pas faire faillite, puisque c'est elle qui imprime l'argent. Une banque centrale, techniquement, ne peut pas faire faillite. Bon, ces dépôts-là, si ces dépôts-là sont rendus aux banques, je dis bien 20 ou 30, la banque peut se renflouer. Donc, à partir de ces 30%, elle peut recommencer à travailler, elle rend une partie, elle va rendre quelle partie? Les 30% bloqués des autres. Vous suivez? Alors que, si nous allons suivre sur le Fonds monétaire international, que nous tous on cherche, parce que le Fonds monétaire, c'est une des seules issues. Il faut que tous les téléspectateurs savent que le Fonds monétaire, dans son étude, il dit tous les dépôts de la Banque centrale, on les ré. Ouais. Attendez, ça, c'est pas petit. Et on a eu des réunions avec le Fonds monétaire, on dit mais attendez, c'est une première mondiale. Comment vous pouvez prendre... Vous avez 60 milliards de dollars, je pense. 69. 69 milliards de dollars qu'il faut...
éliminée. Mais imaginez, et ça c'est la banque, ça c'est le Fonds monétaire qui dit pour très dire bien. Quoi Pourquoi Alors, pourquoi? Le Fonds monétaire vient dire que nous, pour essayer de renflouer, il faut commencer à zéro. Il faut commencer à une banque centrale qui peut opérer. Ouais. Une banque centrale qui opérait, ils vont prendre le bilan de la banque centrale, je vais schématiser pour être très clair, ils vont dire très bien tout ce qu'ils ont comme assets, on les garde, le casino, Middle East, des terrains, etc. Bon, ça c'est très bien. Par contre, tout ce qu'ils ont en liability, tout ce qu'ils ont dans leur passif, ben, finalement ça on ne peut pas parce que le passif est trop grand. Donc ils disent très bien, nous, tout le passif des banques, on l'enlève, on sort d'un bilan propre, nouveau de la banque centrale. Mais ici, le passif des banques, c'est le passif des banques aujourd'hui, c'est la dette des dépôts des banques. Donc, c'est l'argent des déposants. Donc, c'est l'argent des déposants. Mais qu'est-ce que vous dit le Fonds monétaire? Vous dit oui, mais nous, on parle aujourd'hui des fonds des banques. À ce moment-là, si tu rentres sur ça, qui est une première mondiale, qui est un truc dramatique, donc c'est-à-dire à n'importe quelle banque centrale peut dire ben, très bien, moi je t'enlève tout ton passif, ce qui n'est pas faisable. Là, on va tomber sur un très grave problème sur le point. Donc moi, j'ai voulu simplement schématiser et vous dire comment sont divisés finalement ces dépôts et autres. Et là, on parle de poids. Mais encore une fois, quand on parle de ça, on est en train de parler de technique. On n'est plus en train de parler de blanchiment ou autre, etc. Et je vais aller encore un point parce que je veux clôturer sur l'idée du blanchiment, Maurice, très bien. Allons dire qu'il y a blanchiment et autres. Vous savez, c'est extrêmement facile de le savoir, surtout au niveau des... Il n'y a pas plus facile au niveau des banques, parce que nous sommes tous dans un système de SWIFT. Aujourd'hui, le système de SWIFT, vous pressez un bouton, mais un bouton. Il y a le code là. Vous avez tous les transferts qui ont été faits depuis 5 ou 10 ou 20 ou 30 années, et c'est extrêmement facile au niveau libanais ou au niveau international de dire, ah oui, écoutez, il y a un transfert ici qui est sorti d'ici, qui est passé là. Donc aujourd'hui... Si on jette des accusations pareilles, ben, c'est facile de les prouver. Donc aujourd'hui, si simplement ces accusations pour passer est une chose, pour l'implémentation, honnêtement, j'invite des une réponse par oui ou non. Donc, vous êtes sûr que les décisions aujourd'hui prises, des décisions arbitraires, je dis ici, sont prises pour des motifs et des considérations purement politiques? Je ne peux pas dire sûr ou ne pas sûr. Je peux dire que tout ce qui nous paraît aujourd'hui n'a rien de vraiment objectif. C'est pas tout ce qui paraît. Je ne peux pas être sûr. On n'a pas de dossier. Attendez, si on avait des dossiers, on aurait même pu commenter. Nous, on commente quoi? On commente aujourd'hui un titre. On commente même pas une décision. Et je redis, j'invite de tout cœur, on ne demande que ça, que des investigations. Mais attendez, on ne demande que des investigations. On veut vraiment savoir. Hein, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire oui ou non. Nous, on ne peut pas dire oui et non parce qu'on n'a pas l'information, on n'a pas le dossier. Mais je redis, par expérience qu'on a vu sur les dernières 3 années, pour ne pas dire plus, par expérience des 3 années, malheureusement, la plupart des accusations n'ont pas été suivies. La plupart des dossiers n'ont pas donné de réponse. Et j'ai donné plusieurs exemples que je ne vais pas me répéter. C'est tout ce que je dis, c'est que par l'historique et l'expérience, malheureusement, on n'a pas eu d'informations. Et je repars que par expérience, les cas de blanchiment mondiaux, régionaux, internationaux ont été suivis de façon très méticuleuse. Et s'il y a, je ne pense pas qu'aucune instance internationale va être gentille avec nous ou avec ceux qui sont accusés. Je ne pense pas, parce que c'est vraiment dramatique. Et ça, c'est plus que la prison. Aussi, partant du côté légal, les banques reprennent normalement leur travail lundi. Après une grève pour... normalement, pour une semaine. Pour une semaine. C'est pas vraiment normal. Réouvrir les branches mais ce n'est pas une solution. Alors, Maurice, malheureusement, encore une fois... On achète du temps. On achète du temps, mais pourquoi? D'habitude, on achète du temps pour des échéances. On achète du temps parce qu'il y a un projet spécifique qui vient. On achète du temps l'année dernière parce qu'il y avait l'échéance présidentielle, etc. Ben, on achète du temps, pourquoi? Moi, je veux bien acheter du temps, mais dans un objectif. On achète du temps, pourquoi? Pour terminer. Il faut avoir un plan. Il faut un plan. On achète du temps. On achète du temps. Attends, on a acheté du temps parce qu'il y a une conférence internationale qui se passe pour le Liban. On achète du temps parce qu'il va y avoir un accord politique. Encore une fois, je pense qu'on est dans une utopie qui n'existe pas. Et je l'ai dit dans l'introduction. On achète du temps pour repousser peut-être un crash encore plus grand. On achète du temps pour repousser vraiment je dirais la destruction totale de tout le système encore plus que c'est. Mais on achète du temps. Pourquoi? Ça ne sert plus à rien. On est en train de repousser, je veux dire, un crash plus grand sans aucune vision. Aujourd'hui, quand on fait face à la plus grande crise économique c'est pas comme ça qu'on gère du les monde, choses. la première chose, c'est de mettre un plan. Mettre un plan avant d'acheter du temps. Mais le gouvernement Miaté a mis un plan. Le gouvernement Hassan Diab avait mis un plan. Attendez, alors on va commencer par le deuxième. Le gouvernement Hassan Diab, si c'est le plan, c'était de faire le défaut. Aussi différent. Si, le 7 mars 2020, si ça fait partie du plan d'aller faire un défaut, sans aller même parler à nos déposants et porteurs du rebond, écoutez, bonjour le plan. Commençons par là, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a une date noire dans notre histoire, qui est la disruption de notre système, qui est le 7 mars 2020, quand le gouvernement Diab a décidé d'aller sur un défaut,
sans aucun plan et sans aucune négociation avec les porteurs Mais il de fallait l'eurobond. porter quelqu'un coupable pour ça. Je ne porte pas coupable, moi je rappelle sur des faits, ce n'est pas une histoire de coupable. Mais non, 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 en ce qui concerne la déclaration du défaut. Et puis voilà, on déclare le défaut, on quitte le pouvoir, et c'est la catastrophe. Maurice, sur le haut défaut, pour sans information, négociation. Je vais revenir sur le point du défaut, parce que ça c'est important, encore une fois, que tous les téléspectateurs de Sylvie Parce que pour les personnes qui disent on que avait... non, ça c'est faux, le défaut, Attends, le défaut n'est pas le responsable. Je vais donner des chiffres. Je vais donner des chiffres et des phrases très claires. Aujourd'hui, on avait en 2020 à payer un total environ d'1,5 milliard. Et on avait à ce moment-là plus de 30 milliards encore présents à la Banque centrale. Donc on avait 1,5 milliard et on avait 30 milliards. Donc on avait environ 25 fois plus. Bon. Aujourd'hui, on a fait le défaut pour dire on va remettre le Liban sur des normes, etc. Et écoute, tout ce qui a été pris pour le défaut n'a pas été fait. Deuxième chose, le jour du défaut, et c'est très simple, il y a des chiffres. On te montre où était la livre libanaise. Je n'ai pas exactement les chiffres. Et sur le marché noir. Sur le marché noir. Ouais. Et le jour du défaut, le jump qu'elle a fait, le bond de plus de 30 ou 40 ou 50%, où on est commencé dans une descente en enfer. Troisième point, très clair sur le défaut. Très bien, on a fait défaut parce qu'on ne voulait pas payer le 1,5 milliard. Bon, mais on a payé 20 milliards sur les subventions. On a payé 18 milliards pour financer, je redis, des subventions dont 90% n'ont pas servi pour le payer. Pour information, on a servi d'autres pays. Pour servir qu'en 2020, on passait des heures pour des stations d'essence, on ne trouvait pas de médicaments, alors que les subventions étaient pour l'essence et pour les médicaments, seulement pour info. Donc on a payé 18 milliards, on a mis la population libanaise vraiment dans une situation, je dirais, de mendicité dramatique. On a fait tomber le pays et une fois de plus, on n'a même pas négocié. Je veux dire bien, si tu fais défaut dans un pays ou dans une société, la première chose que tu fais, tu vas négocier avec les porteurs. Certainement. Avec les porteurs, parce que tu as fait défaut sur qui? Sur les porteurs des eurobonds. Mais il fallait négocier et puis annoncer le défaut, ou bien on fait le défaut et on part à négocier. Regarde, moi je reviens sur le défaut. Malheureusement, je trouve que c'est une très très grave erreur qui a été faite au niveau Liban. C'est pour ça que je vous avais dit en 2020 et encore une fois en 2020. Pas porter quelqu'un coupable ici. Encore une fois en 2020. Peut-être aujourd'hui c'est différent. Aussi en ce qui concerne le plan Miati. Regardez, le plan Miati se rapproche beaucoup du plan AMF. Le plan AMF. Avec 69 milliards de dollars. Donc voilà, le plan Miati, c'est le plan du vice-premier ministre aujourd'hui qui travaille beaucoup sur le Fonds monétaire, etc. C'est une ébauche d'un plan qui doit être vraiment revu et taillé. C'est une ébauche. On doit dire que c'est une ébauche qui doit être vue. On ne peut pas, d'abord, de deux. Bon, aujourd'hui, le Fonds monétaire, il faut négocier avec lui. Il ne faut pas oublier que le Fonds monétaire ne peut pas négocier d'abord avec un ministère qui est démissionnaire, ni avec un Premier ministre qui est simplement nommé. Donc le Fonds monétaire, il faut négocier avec lui. On peut pas. J'ai bien dit que le Fonds monétaire, déjà sur les solutions qu'il propose, on a de grands problèmes. Mais je n'ai pas dit qu'on ne veut pas négocier avec le Fonds monétaire. Donc le projet Miati, d'abord, doit être accepté à l'interne en tant que gouvernement, et je dis unanimité parce que on est obligé d'avoir un gouvernement aujourd'hui qui est en train d'expédier les affaires courantes, et ensuite ce gouvernement doit directement négocier avec aujourd'hui le Fonds monétaire. Mais sans président de la République, sans Premier ministre, sans exécutif, et avec un législateur plus ou moins gelé, on va dire gelé aujourd'hui, ni le Fonds monétaire, ni aucun pays donateur ne peut aujourd'hui négocier avec le Liban. Donc aujourd'hui, tout est relié. Moi, je pense qu'on est en train de mettre, encore une fois, des promesses dans le vent. On est en train de mettre des titres pour dire, voilà, le Fonds monétaire, le blanchiment, il y a une semaine, c'était le gaz et le pétrole. On est en train de mettre des titres. De temps en temps, on souffle le chaud et le froid, alors que personne... Ça a commencé avec Paris 2 et Paris 3. Paris 1. Paris 1, Paris 2, Paris 3 et Cèdre. Attends, bien avant Cèdre. Paris 1, Paris 2, Paris 3, Londres, je pense que Luxembourg. C'est les mêmes réformes. On a toujours le même papier. Bruxelles, Londres, c'est les grandes conférences. L'électricité, le secteur public. Cèdre, c'est différent. Cèdre, je pense, ça a été le début de l'arrêt. Parce que Cèdre, si tu te rappelles bien, et là je vais nommer l'ambassadeur Pierre Duquesne, qui est venu nous visiter en 2018, on ne le connaît pas, qui était l'émissaire à ce moment-là du président Macron, qui vient nous dire on fait une conférence pour le Liban. Dans ce fameux dîner, on était avec lui, on était 4 ou 5 personnes. On lui dit mais très bien, merci pour Paris 4. Et il nous dit non, c'est pas Paris 4. Je dis, mais vous dites conférencier, oui, mais c'est pas Paris 4. Le lendemain, dans les journaux, tu faisais partie d'un grand journal, Paris 4 en cours, et puis les Français disaient, non, il n'y a pas de Paris 4. Et puis, il sort Cèdre. Alors, on s'est dit, mais pourquoi ce jeu de mots? Simplement parce qu'il y a un changement entre le président Chirac. Il dit, non, Cèdre, si on suit les lettres, c'est la conférence économique des réformes avec les entreprises. Donc, le point pas de réforme, pas d'argent. Pas de réforme, pas de projet, pas d'audit, pas de financement. Cèdre, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, très bien, on finance des projets qui sont basés sur un cahier de charges. On finance des projets basés sur un cahier de charges avec un audit interne, avec un audit externe,
Et là, on commence à étudier. Et même le financement se fait par étapes. Pour Est-ce que information, excuse-moi, mais Oui. c'est extrêmement important. Pour information, jusqu'à 7 minutes, après 3 ans de CEDRE, pas un projet a été proposé aux pays donateurs. Pas un. Signé avec le Fonds monétaire aujourd'hui, remet CEDRE sur les rails. Moi, je pense malheureusement qu'on ne peut plus Ou parler bien de ce qui CEDRE. reste de CEDRE. Je pense que CEDRE n'est plus Ah. là. CEDRE, c'était quand on était en croissance. CEDRE, c'était quand on passait de conférences. Là, on est à défaut. Donc, j'ai des très, très grands doutes aujourd'hui que CEDRE revient. Pour ne pas dire qu'à mon avis, à mon humble avis, CEDRE est terminé. Avant de Terme est passer à la terminé. grande question, il faut commencer d'où et faire quoi aujourd'hui, le dollar du marché noir. Tout le monde s'attend. C'est le quotidien, c'est le jeu quotidien aujourd'hui. Le dollar monte, le dollar chute, etc. On passe où maintenant avec le dollar? Regarde, Le dollar le du dollar marché noir, a... ou bien la livre libanaise. Voilà. Commençons sur le dollar. Il y a deux grands points. Il y a un point technique très clair que je vais détailler et il y a un point qui se passe derrière les rideaux. Au niveau technique, c'est très clair qu'on a complètement une déstabilité sans aucune balance entre l'offre et la demande. Nous, aujourd'hui, nous étions sur un PIB qui avoisinait les 50-55 000 milliards avant crise, plus ou moins, si on parle un peu en moyenne. Et aujourd'hui, suivant la Banque mondiale, on est entre 20 et 25 milliards. On va aller sur le plus petit chiffre, on va dire qu'on a besoin de 20 milliards pour tourner notre économie. Suivant les chiffres de 2022, nous avons pu avoir par transferts légaux, toujours à travers des banques, bien que les transferts sont sortis, mais on a vu plus ou moins 7 milliards de dollars, ce qui est un chiffre assez important parce qu'il est égal sur les anciens chiffres. Mais à savoir que quand on avait 7 milliards sur un PIB de 50 ou 55, Maintenant, 7 sur, c'était un poids, alors on que est 7 passé sur 20, on est à à 20. 40%. On est à 40% quand même de toute notre économie. C'est pour ça qu'on est plus ou moins encore acceptablement debout. Ça, c'est 7 milliards. On va dire qu'à travers les bureaux de change, OMT, pas de change, de transfert d'argent, wire, etc., plus ou moins, on est en train de parler de 1 ou 2 milliards. On va dire 2, on va être très optimiste, donc on va aller dire 9. Et on va dire entre le marché noir, ceux qui vont transporter 1 ou 2 milliards. Donc, sur chiffre, on a environ Entre 10 et 11. 10 et 11 milliards sur chiffre qui rentrent et on a besoin environ de 20-22. Donc, on a un gap aujourd'hui de 10 milliards. Pour combler ce 10 milliards, c'est le marché noir, c'est l'offre et la demande. Pour combler ces 10 milliards, encore deux solutions. Ou bien on a augmenté les transferts, ce qui est impossible, parce que les 7, ça fait des années qu'on est à 7. Ce n'est pas qu'on presse un bouton, on va les augmenter, donc c'est impossible. Ou bien amener de l'investissement. Bon, dis-moi, qui est le fou qui va venir investir, un investisseur local, Dans il une s'enfuit telle situation, dans une alors. situation où on n'a même plus de confiance. Ou bien accélérer la vitesse de la monnaie, c'est-à-dire cette monnaie, si on accélère la monnaie, c'est-à-dire je te passe 100, tu passes 100 et cet argent passe, on appelle speed of transfer of liquidity. Si on arrive à le faire dans une journée, on peut plus ou moins combler. Ce qui est aussi difficile, à moins d'aller vraiment sur une économie 100% dollarisée, pas encore, mais si on va sur un 100% dollarisé, ça peut aller très vite. Sinon, on va aller sur un marché noir qui va tenir le marché. Ça, c'est le point technique. Alors que le grand point, c'est le point qui est non technique derrière les rideaux. Qu'est-ce qui se passe derrière les rideaux? On a une bataille, je vais l'appeler bras de fer, on peut l'appeler gare, entre deux grandes entités. La première, c'est la Banque centrale qui veut essayer elle-même de tenir le taux de change, d'où la nouvelle plateforme de Saïrafa, qui dit plus ou moins je veux tenir le marché. Et en face, toutes ces sortes d'applications nocturnes, qu'on va appeler nocturnes, qui travaillent 24 sur 24, les spéculations. Qui veulent tenir le marché noir. Donc aujourd'hui, la grande bataille se passe entre le marché noir mais la Banque centrale, et un certain Saïrafa. temps, elle a pu contrôler le marché noir. Mais alors justement, elle a pu pas contrôler. Donc, Elle a pu attraper, les deux marchés en même elle temps. a pu attraper le marché avec Saïrafa. Mais encore une fois, ça dépend qui détient la liquidité. Parce que comment tu contrôles le marché? C'est quand tu vas injecter des dollars ou tu vas les sortir. Donc on sait qu'elle injecte et souvent c'est la Banque centrale qui rachète avec des livres libanaises. Il faut connaître un peu le système. Alors que le marché noir, allons un peu sur ce marché noir. C'est 2 ou 3 ou 4 applications que nous suivons. Tu es un journaliste chevronné. Je te pose une question comme je pose à tous mes amis. Est-ce que quelqu'un a un nom qui est derrière une application? Ça peut être une start-up, ça peut être un nom. Qui contrôle les informations. Avant de contrôler, il y a quelqu'un. Mais attendez, quand on a une application mondialement, il y a quelqu'un qui a cette application. Et il est content parce qu'il peut la vendre, il peut mettre des publicités, ça peut être commercial, mis à part le système. Après 3 ans et demi, on n'a pas un nom qu'il y a derrière une application. Deuxième point. Les groupes sur WhatsApp. Deuxième point. Est-ce qu'on a techniquement comment travaille ce point? La Banque centrale ou une banque, ça peut vous dire que nous, sur l'offre et la demande, on peut spécifier quel est le prix de change. Alors qu'aujourd'hui, ces applications, est-ce qu'on sait comment ça travaille? Est-ce qu'on sait pourquoi à minuit, à 1h, on a une augmentation, ou une descente, ou un dimanche soir, ou un jour de fermeture, ou un jour de tremblement de terre, on a des fluctuations? Quelqu'un sait comment ça travaille? Aucune bourse au monde ne travaille de cette façon. Mais ma question, donc je veux très bien savoir pour que tout le monde sait que ça, c'est tenu directement par un marché noir et un bras de fer très grave entre ces deux entités. Et aujourd'hui, le bras de fer est gagné beaucoup plus par le marché noir et Maurice, que tout le monde sache, qui fait des gains énormes
chaque minute. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Jusqu'où peut aller la livre libanaise? Alors, il n'y a pas de limite. Alors là, Et comment arrêter cette vitesse? Alors, tout d'abord, aujourd'hui, où peut aller? Comment ralentir cette vitesse? Je vais rappeler qu'on était environ à 1 dollar à 3 livres et nous sommes montés à 3300, donc 1100 fois plus. On l'a vécu. C'est pas n'importe quoi. 1100. Aujourd'hui, on est à combien? On est à 50 fois. C'est énorme, c'est dramatique, on peut pas. Mais on est à 50 fois. Entre 50 et 1000, ça peut monter par des zéros. On a commencé par fluctuer sur des centaines de livres, puis c'est devenu 1000, puis c'est devenu 5000, puis maintenant c'est des 10 000. On peut commencer à fluctuer sur des 100 000. Vous soutenez des interventions encore faites par la Banque centrale? Écoute, la Banque centrale... Parce que maintenant, on attend les banques. Lundi, les banques fonctionnent. Donc, la Banque centrale avait dit, et le gouverneur avait dit que voilà, moi j'attends les banques pour réinjecter le dollar. Regarde, Maurice, aujourd'hui, les dollars qui sont réinjectés, qui sont envoyés aux banques sur Saïr Rafah, on est en train de payer de ceux qui ont mis des livres libanaises depuis janvier. Donc, ils sont vendre leurs dollars à des taux plus hauts, qui sont allés mettre leur liquidité. Et ça, quand même, c'est quelque chose de très injuste, parce que bon, ce Libanais qui veut essayer de faire ces quelques pourcentages s'est vu bloqué. Ceux qui ont vendu leurs dollars pour aller à Saïr Rafah n'ont pas eu leur argent. Donc maintenant, il y a même une perte de confiance sur Saïr Rafah. Et même si ça se passe sur une semaine, l'idée, c'est pas sur une semaine, c'est que ça se passe par la suite. Donc aujourd'hui, on a une épée de Damoclès très grande. Et à savoir, tout ça, c'est des petites Quand je dis confiance, tu me dis quoi? Ah, il n'y a pas de confiance. La confiance, tous les jours, on est en train de la Comment frapper. remettre la confiance sur les rails? Regarde, la confiance, c'est commencé par projet. Et là, je pense que c'est relié sur la solution, sur une des questions. C'est pour ça que j'ouvre maintenant la grande parenthèse. Regarde. Les solutions, Regarde, on va commencer par la solution. Il faut commencer d'où? Regarde. Mais par contre, j'ai un point très important que j'aimerais dire, parce qu'on a beaucoup parlé des pertes, et un point que j'aimerais très bien dire. Quand il y a perte, techniquement, il y a gain de face. Il n'y a pas de perte dans le vent. L'argent ne va pas dans le vent. Il va d'une poche à l'autre, il va d'une main à l'autre. Et ça, je veux très insister. Sur toutes les pertes qu'on fait aujourd'hui, quand on fait des pertes, quand tu vends ton chèque et tu perds 80 ou 90, ou tu achètes de l'argent au marché noir, en face de toi, il y a quelqu'un qui achète et qui gagne. Seulement, j'aimerais toujours dire, aujourd'hui, on a des nouveaux riches et on a des nouveaux pauvres. Le nouveau pauvre, c'est le déposant qui a travaillé toute sa vie, c'est celui qui a amassé, c'est l'économie blanche, c'est celui qui a travaillé toute sa vie de façon très correcte. Malheureusement, il est devenu de nouveau pauvre parce que ni il a accès à son argent, ni il peut travailler, il faut ni même admettre ses que le rentrées. Liban aujourd'hui est passé à un nouveau système économique. Parce que l'argent a passé de main. Et on a un nouveau riche. Le nouveau riche, malheureusement, c'est le blanchisseur, je vais dire, qui travaille, c'est le changeur du noir. Et autre part, c'est lui aujourd'hui qui fait des grands bénéfices à chaque minute. Et voilà pourquoi leur objectif est de créer toujours, je vais dire, un pont entre Saïr Rafah et le marché noir, parce que les gros bénéfices se passent dans cette grande différence. Je voulais ouvrir cette parenthèse parce que c'est extrêmement important de le dire. On n'est pas des investigateurs ni des enquêteurs, mais on a un État qui peut très facilement savoir, en un mot, qui tient le marché noir, en un mot, qui tient ces applications. Est-ce qu'on veut savoir ça? Je ne pense pas, parce que si après 3 ans, on ne sait pas qui est derrière les applications. Mais ici aussi pour des fins politiques. Écoute, pour beaucoup de fins, et on sait qu'aujourd'hui la politique tient le Liban de façon dramatique et on est tenu par là. Donc non, il n'y a pas de volonté réelle là-dessus. La confiance, avant de dire qu'on veut rétablir la confiance, il faut arrêter de détruire la confiance, parce que l'idée, ce n'est pas reconstruire, c'est arrêter de la détruire. On est loin de la construire. Mais chaque jour qui passe, chaque heure, on détruit la confiance plus. Docteur Zmakhoul, il faut commencer d'où immédiatement? Regarde, c'est une très belle question. On m'a posé cette question une fois dans une grande sphère et j'ai souri. J'aurais dit, écoutez, si j'avais la réponse, j'en serais plus un devin. Parce que si ni le Fonds monétaire, ni la Banque mondiale, ni les plus grands experts du monde aujourd'hui n'ont pu sortir de la crise, donc il y aurait un problème. Aujourd'hui, Maurice, je pense, parce que c'est relié un peu à la confiance, moi je pense qu'on doit avoir un projet spécifique, un projet très clair. On a besoin d'une histoire à succès. Qui que ce soit, et j'aimerais dire ça au nouveau président de la République, qui que ce soit. Aujourd'hui, un président qui va venir promettre de rendre des dépôts, un président qui va dire de sortir le problème, c'est faux et c'est un mensonge, ça ne peut pas être fait de cette façon. Par contre, quelqu'un qui va venir dire très bien, on veut une histoire à succès. Et cette histoire à succès est faisable, on a besoin. Je veux rappeler que l'ère de Fouad Chab est un président qui est mort presque dans la rue, qui est mort sans avoir. Mais par contre, on se rappelle de lui. Les institutions. Il a fait 3 institutions, des grandes. Il a fait la sécurité sociale, il a fait la banque centrale et il a fait l'inspection interne, Teftish el-Maftish. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a besoin d'un projet. Et le plus grand projet dont on promet les Libanais depuis 30 ans, c'est lequel ? C'est l'électricité du Liban. Pourquoi je dis? Parce qu'aujourd'hui, l'électricité du Liban, c'est un des plus graves problèmes. 30 milliards plus. Parce que l'électricité, c'était les 2 milliards. 2 milliards sur 25 ans, c'est 50 milliards, donc c'est plus que 2 tiers de la perte.
L'électricité du Liban, c'est aujourd'hui une vente complètement à perte, hein, quand on vend à quelques livrets. Aujourd'hui, je ne comprends même pas la nouvelle facture. Là, on m'a demandé de l'expliquer, mais je ne l'ai pas compris. Donc déjà, commençons par là. Même eux n'ont pas compris comment on le fait. Et on sait très bien que l'État ne pourra jamais lui-même financer ni les nouveaux réacteurs, ni même... Donc il faut passer à... Attends. Ni même financer aujourd'hui des usines qui vont travailler au gaz. Minutes, c'est pour ça, mais c'est important. Donc très important. Aujourd'hui, il nous faut une histoire à succès. Et la seule histoire à succès qu'on peut faire, qui peut redonner du point, c'est l'électricité. Et je veux dire comment. L'électricité, si elle va aller par l'État, ce n'est pas faisable. Une électricité qui va aller en PPP, qui sont aujourd'hui, pour ceux qui m'entendent, c'est un partenariat privé-public, ce n'est pas faisable. Nous avons aujourd'hui 2 grandes instances internationales qui sont prêtes à réformer. Et je vais les nommer. Siemens, qui est venu plusieurs fois et qui a dit nous, on peut prendre l'électricité en BOT. Et après, on investit. On s'occupe et on rend à l'État, donc on garde. Aujourd'hui, je ne vais pas les vendre. Non, le secteur reste il reste à l'État. Et je redonne au moins 12 heures. On a EDF qui prête les Français avec une conglomération allemande de le faire. C'est le seul moyen. Et là, je te dis, ici, on ramènera la confiance. Ici, on aura un projet et à ce moment-là, on ira sur autre chose. Mais sinon, si on va dire simplement des grands titres comme réformes et autres, malheureusement, c'est-à-dire que personne ne veut les faire. On a écouté des réformes pour faire des audits internes, c'était faux. On a entendu des projets pour ramener l'argent des déposants, c'était faux. On a entendu des réformes pour faire le capital control, c'était faux. Donc, ça va être des promesses. Alors que là, on met les instances internationales avec nous. Des réponses brèves et rapides. Brèves et rapides, si c'est possible. Bien voilà, en ce qui concerne le dollar, vous m'avez dit que on ne sait pas où on va. Mais... Si, on sait où on va. Le dollar est en train de monter sans arrêt, à moins d'avoir un état direct ou aller sur une dollarisation. 100%, compris les salaires. On ne peut pas parler d'une dollarisation et le commun des mortels est en train d'être payé en livre libanaise. Signer avec le Fonds monétaire est une nécessité. Je veux dire négocier pour commencer. On n'est pas en négociation. Le Fonds monétaire est prêt à négocier. J'espère. Parce qu'à chaque fois, les responsables sont ici devant nous à nous dire voilà, c'est ça ce que veut le Fonds monétaire. Oui, il faut négocier avec le Fonds monétaire. Je pense qu'on a trop à faire. Bien voilà. Une dernière question en ce qui concerne le projet de loi pour la restructuration des banques au Liban. Mais cette restructuration doit faire part du gros plan. Avant restructuration des banques, tu es obligé d'avoir une loi sur le contrôle de capitaux. Parce que c'est le contrôle de capitaux qui va dire comment restructurer. Et sur cette loi, on commence qui est initiale, qu'on devait avoir il y a 3 ans et quelques mois, on n'est pas encore là. Restructuration des banques, on est obligé d'avoir une loi, mais cette loi ne vient pas diviser les parts. On doit être d'accord que ce n'est pas une loi de faillite. Si on est en train d'aller pour une faillite, pour vendre les États est un truc, si on est là pour restructurer, pour redévelopper est un autre. Aujourd'hui, ce qu'on a lu, c'est d'aller sur une faillite. Personnellement, je ne suis pas adepte des faillites parce que je ne pense pas qu'on pourra rebâtir un autre secteur. Je suis pour aller sur des bonnes banques qui peuvent reprendre et d'autres qui peuvent vendre. Mais pour avoir ça, on est obligé d'avoir une loi d'abord sur un contrôle de capitaux très clair, parce que sinon c'est impossible, et par la suite, avoir une responsabilité directe de l'État qui va dire très bien, les dépôts sont là, parce qu'il faut faire très attention. Aller sur ce que nous dit le Fonds monétaire, dire les dépôts sont plus là, on oublie, on tourne la femme, ça c'est un crime. Il faut continuer à dire que les dépôts sont là. Les dépôts vont être repayés sur 2 ou 3 ou 4 ou 10 ans de cette façon. L'État va payer sa part comme ça. Les banques vont payer leur part comme ça, déjà pour le déposant, sache comment ça va revenir, et en même temps rebâtir un système qui peut faire de la croissance pour avoir du bénéfice. Mais jusqu'à maintenant, aucune responsabilité a été faite, et je veux dire, c'est ça où on commence la restructuration. On doit dire très bien, voilà les dépôts, voilà les 180, ils sont là, ils sont préservés spécifiquement. La responsabilité de l'État va être d'X milliards qui vont repayer suivant ce projet, différents par mois, par année et autres. La responsabilité des banques va être une partie en bail-in, une partie en terrain, une partie... Mais on a un plan devant nous. Mais voilà, et permettre aux banques qui veulent continuer de recommencer à travailler le rôle de banque. C'est-à-dire prêter, avoir des dépôts, changer de nom, faire des merger acquisition ou autre. Pour finir, les fonds d'investissement, il faut passer par ces fonds pour reconstruire, pour rendre les dépôts aux déposants. Encore une fois, rendre le fonds d'investissement peut être un des cas où l'État va rendre. Mais avant d'avoir le fonds, que l'État accepte sa perte et chiffre sa perte. Jusqu'à maintenant. Donc, la distribution des pertes et admettre que voilà, moi je suis responsable. Avant, d'abord se mettre d'accord sur le nombre, sur le dépôt et dire que ces dépôts, on ne les touche pas. Ils doivent être quelque part. 1. De 2, je reviens très clairement. Que l'État admette sa perte et sa responsabilité avec promesse de repaiement. Comment? Ça peut être par un fonds d'investissement, ça peut être par certains points. Il y a différentes solutions. Mais on doit commencer par admettre ce qu'on n'est pas.
En parallèle, les banques doivent aussi, de leur côté, je dis bien les 30 ou 40 ou 50%, ça va être spécifié, dire très bien, ça c'est là, on va les repayer de cette façon. Et je redis, il y a l'exemple de Béline, ça peut être des ventes de terrain ou autres. Mais en même temps, en parallèle, une loi de contrôle de paquets capitaux. Pourquoi? Pour permettre aussi à l'économie de redémarrer. Parce que comme nous sommes, l'économie ne peut pas redémarrer. Il faut espérer. Ah, on espère, pas il faut. On espère toute minute. Voilà pourquoi nous sommes là. On espère toute minute et c'est une bataille que l'on fait avec beaucoup de passion et détermination. C'est l'espérance est là et je vais dire plus que ça. Je veux dire que notre problème est extrêmement grave, mais les solutions sont aussi extrêmement faciles. C'est pas dramatique. Il faut simplement une volonté. C'est la volonté. Alors que la volonté que nous avons aujourd'hui, c'est une volonté destructive. Des volontés ou les stratégies qu'on suit, c'est de détruire et c'est de geler. En destruction et en gel, on ne peut pas faire face à la plus grande crise. Pour nous, la crise augmente et elle est extrêmement grave. Mais en même temps, on va dire autre chose, elle aurait pu être beaucoup plus grave. Quand on regarde en face, aucune décision, rien autre que de l'autodestruction. Et finalement, quand on s'est rendu compte que notre problème était petit, je pense que quand la Terre a tremblé 40 secondes, on a vu que tout aurait pu tomber. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait finalement cette main divine qui nous protège quelque part sur ce terrain sain. Dr Fouad Zmekhoul, doyen de la faculté de gestion et de management de l'université Saint-Joseph de Beyrouth et le président du mouvement international des entreprises libanaises Midel. Merci. C'est moi qui te remercie, Maurice. C'est un grand honneur d'être ton premier invité sur ici Echo et je te souhaite vraiment bonne chance. Merci. La crise économique au Liban a été déclenchée par une combinaison de facteurs structurels et conjoncturels. Les défis économiques structurels comprennent une gouvernance déficiente, une corruption généralisée, une infrastructure défaillante et une concurrence insuffisante. Et ainsi, des facteurs conjoncturels qui comprennent des conflits régionaux et des sanctions internationales, la pandémie et les chocs exogènes. Dans ce contexte difficile, les autorités libanaises doivent mettre en œuvre des réformes économiques structurelles et redresser la situation. Vous pouvez revoir l'intégralité de cette émission sur tous nos réseaux sociaux. Mesdames, Messieurs, bonne soirée.